Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Le premier Jeep 100% électrique arrive aux États-Unis. Les emplois liés à l'électrification des transports ont de grandes retombées locales. Un nouveau véhicule de masse serait lancé par Tesla en 2025. De belles améliorations pour la batterie du Solterra et 6 États américains imitent la Californie. À Rouler vert, on parle des subventions américaines et leur impact. À Y a pas juste des voitures, on essaie le Taiga électrique, donc la motoneige. Et en grande entrevue, Fouad Barouni nous parle de Foresta. On a devant nous l'opportunité de mettre un prix devant associé en fait à la borne qu'on veut partager et l'électromobiliste il va contribuer en ayant accès à ces services-là en payant les frais qui sont associés à l'utilisation de sa borne. Bienvenue à l'épisode 166 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent 2 semaines. On est au plein cœur théoriquement des journées les plus froides de l'année. Janvier-février, là, on est pas mal dans l'épicentre de la froidure québécoise. Et je dois dire que jusqu'à date, on a été passablement épargnés. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon signe. Du point de vue du climat, je ne suis pas sûr que c'est bon signe. Du point de vue de l'agrément à sortir à l'extérieur, si on aime les sports d'hiver, c'est un peu dommage. Mais si on n'aime pas trop s'en mitoufler, évidemment, c'est un petit peu plus confortable. On peut sortir dehors avec un peu moins de pleurs sur le corps. Écoutez, on a un épisode vraiment très éclectique aujourd'hui. Plein de choses super intéressantes. Stéphane Levert, dans sa chronique, va nous parler là, des crédits de taxes américains puis l'impact là, des réglementations là-bas là, qui limitent passablement le nombre de véhicules qui sont éligibles à ces crédits de taxes-là d'impôts. On a également Philippe Corbeil qui va nous parler de tourisme en motoneige dans le Saguenay. Donc, il est possible là, d'aller faire des excursions là-bas et puis d'avoir accès là, à des motoneiges électriques, évidemment, au Saguenay. Donc, très intéressant. On va écouter ça un peu plus tard. Et en grande entrevue, on a Fouad Barouni qui va nous parler d'une application très intéressante qui s'appelle Foresta, qui sert là, à faire du prêt ou de la location, en tout cas, de sa propre borne de recharge personnelle à la maison. On sait que, on a souvent une borne à la maison et que si on travaille à l'extérieur, par exemple, pendant nos heures de travail, pendant 8 à 10 heures, le stationnement à la maison est libre, la borne est accessible et il y a peut-être des gens dans notre quartier qui, leur horaire de travail leur permettrait d'utiliser cette borne-là pendant notre absence, sans conséquence pour nous. Et évidemment, ça pourrait nous générer des petits revenus moyennant l'utilisation de cette plateforme-là. Donc, tous les détails vont être donnés dans cette grande entrevue. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous laisser des questions sur notre boîte vocale numérique qui est accessible sur notre site web, silenceonroule.com. Vous avez là, sur notre page web à droite, une petite bande là, verte qui dit nous laisser un message vocal en studio, ou vous pouvez tout simplement taper le question.silenceonroule.com et de là, vous pouvez enregistrer votre message. Il y a comme une boîte vocale numérique avec le micro de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous nous laissez un message et on pourra y répondre dans un prochain épisode de Silence on roule. Donc, gênez-vous pas pour nous poser des questions. Silence on roule, c'est d'abord et avant tout là pour vous, pour être capable de vous donner de l'information. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Ça donne vraiment là, un beau cachet quand vous pouvez nous laisser vos petites questions comme ça. Je vous rappelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes abonné, que ce soit par Spotify ou Apple Podcast, tout ça, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air ou 5 étoiles sur podcast là, quand vous nous mettez une petite cote puis vous nous laissez un petit commentaire.
eh bien, ça aide là, à faire augmenter la cote de popularité du podcast et le rendre visible à un plus grand nombre de personnes qui, ne sachant pas que notre podcast existe, évidemment, ne peuvent pas l'écouter, mais quand le podcast se ramasse dans leur fil de suggestions de podcasts à écouter, et, bien évidemment, ça les amène là, à écouter Silence on roule et puis ça nous permet de démocratiser un peu mieux l'électromobilité. Le fait de mettre 5 étoiles, évidemment, ça augmente les chances que notre podcast soit vu par un plus grand nombre de personnes possible. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. La Jeep Wagoneer S 2025, premier Jeep 100% électrique, arrivera cet automne aux États-Unis. Il sera également disponible sur d'autres marchés, tels qu'annoncé il y a 2 semaines par Stellantis, la société mère de Jeep. Cette annonce correspond essentiellement à ce dont Jeep avait confirmé lorsque le Wagoneer S avait été présenté pour la toute première fois sous une forme concept en septembre 2022 comme l'un des 3 véhicules électriques destinés à la production aux côtés de l'Avenger prévu pour le marché européen et le Recon, un véhicule axé sur le tout-terrain. Donc, pour ce qui est du Jeep Wagoneer S, alors que Recon sera la version robuste de Wrangler, le Wagoneer S, lui, sera un modèle plus haut de gamme qui mettra l'accent à la fois sur la performance sur route et sur les capacités hors route. Jeep promet 600 chevaux, le 0-100 en 3,5 secondes, incluant un mode tout-terrain. Les emplois liés à l'installation et à l'entretien de l'infrastructure de véhicules électriques sont particulièrement importants car ces emplois sont effectués sur le site, ce qui crée des opportunités croissantes pour les travailleurs aux États-Unis et voire même au Canada et génère des retombées économiques dans les communautés locales. Un document déposé il y a quelques semaines prévoit le nombre d'emplois qui seront nécessaires pour développer l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et des véhicules moyens et lourds afin de répondre aux besoins annuels en matière de recharge jusqu'en 2032 aux États-Unis. Il quantifie les besoins de recharge d'un parc de véhicules électriques en pleine croissance qui est aligné sur les normes fédérales nouvellement proposées puisqu'il projette le nombre de nouveaux emplois nécessaires pour déployer les infrastructures. Évidemment, ceci est très encourageant et démontre une fois de plus que l'électrification des transports amène une transformation de l'économie et crée de nouveaux emplois. Tesla a déclaré aux fournisseurs qu'elle souhaitait lancer la production d'un nouveau véhicule électrique de masse portant le nom de code Redwood. Le tout serait fait au milieu des années 2025. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a depuis longtemps aiguisé la curiosité des fans et des investisseurs pour les véhicules électriques abordables et les robotaxis autonomes qui seraient fabriqués sur des plateformes de véhicules électriques nouvelle génération et moins chères. Ce modèle, incluant une voiture d'entrée de gamme à environ 25 000 $ américains, lui permettrait de concurrencer les voitures à combustion et un nombre croissant de véhicules électriques bon marché tels que ceux fabriqués en Chine par BYD. BYD a dépassé, je vous rappelle, Tesla en tant que premier fabricant mondial de véhicules électriques au dernier trimestre de 2023. Musk avait d'abord promis de construire une voiture à 25 000 $ américains en 2020, un plan qu'il a ensuite mis de côté, puis relancé un peu plus tard. L'offre la moins chère de Tesla, actuellement le Model 3, a un prix de départ de 38 990 américains, donc aux États-Unis, là, ce qui est entre 53 et 55 000 $ au Canada. Musk a déclaré l'année dernière qu'il était préoccupé par l'impact du taux d'intérêt élevé sur les consommateurs pour les articles coûteux, comme les voitures, d'où l'importance d'avoir une voiture d'entrée de gamme bon marché.
Hyundai et Kia ont dévoilé il y a 2 semaines un nouvel élément aérodynamique visant à améliorer l'autonomie des voitures électriques. Baptisé Active Air Skirt ou jupe sur air active, il s'agit essentiellement d'un volet qui se déploie devant les roues avant du véhicule à une certaine vitesse pour réduire la traînée aérodynamique. Bien que le plan de production spécifique n'ait pas été dévoilé encore, Hyundai et Kia croient que la jupe va améliorer les performances aérodynamiques des VUS et des véhicules électriques avec des roues plus larges. Selon le communiqué de presse, la jupe en question se déploie à des vitesses supérieures à 80 km/h et est conçue pour une vitesse allant jusqu'à 200 km/h. Elle se rétracte à 70 km/h. L'écart entre la vitesse de déploiement et d'arrimage est destiné à empêcher les changements à des vitesses intermédiaires. Conçues pour les plateformes EGMP de Hyundai, les jupes ne recouvrent que les pneus car la plateforme permet un plancher plat, a déclaré Hyundai. La Solterra 2024 de Subaru présente quelques changements pour son plus récent modèle, mais le point fort est certainement l'amélioration au niveau de la batterie. Selon Subaru, la Solterra peut maintenant se charger plus rapidement en courant continu, en 35 minutes comparativement à environ 1 heure auparavant, et le constructeur revendique également un système amélioré de conditionnement de la batterie qui permet une recharge beaucoup plus rapide à des températures inférieures au point de congélation, jusqu'à 80 minutes plus rapide dans certaines conditions. La Subaru, on vous le rappelle, Solterra utilise la même plateforme que la Toyota BZ4X. Espérons que toutes ces améliorations se transformeront ou se transposeront dans les 2 modèles de véhicules. Les services postaux américains ont acheté 6 fourgonnettes électriques à la start-up Canoo qui seront livrées plus tard ce trimestre. Selon un communiqué de presse de la start-up, les véhicules seront les versions de conduite à droite de la fourgonnette Canoo LDV 190. Le site web de Canoo indique que le LDV 190 est équipé d'une batterie de 79 kWh, offrant une autonomie estimée à 320 km. Selon le site web, la fourgonnette a 200 chevaux, une capacité de charge utile de 1624 livres, soit 283 kg, et 172 pieds cubes d'espace de chargement en arrière de sa cloison et en arrière de sa configuration de base qui, elle, vient de série. De plus en plus d'États suivent l'exemple de la Californie, mettant fin à la vente de véhicules neufs à combustion interne. La Californie se prépare à interdire la vente de voitures neuves à combustion, une mesure approuvée par la California Air Resources Board en août 2022 et qui exige que toutes les voitures VUS et camionnettes neuves vendues dans l'État ne génèrent aucune émission de gaz d'ici 2035. La politique ne retirera pas tous les véhicules existants sur la route, mais les constructeurs automobiles et les concessionnaires automobiles seront limités à la vente de véhicules électriques et d'hybrides rechargeables. Le règlement du Advanced Clean Car 2 de l'État exige que la vente des véhicules zéro émission représente 35 % des voitures et des camions légers neufs d'ici 2026, puis 68 % d'ici 2030 avant d'atteindre 100 % en 2035. En ce qui concerne les émissions, la Californie est un baromètre. 9 États qui lient leurs normes à celles de la Californie ont déjà annoncé leur intention d'interdire ou de restreindre la vente de nouveaux véhicules à combustion interne après 2035 et d'autres pourraient suivre. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je vous ai déjà parlé l'an dernier, au début de l'année, mais que j'ai décidé de reparler parce que il y a du nouveau un petit peu dans ce dossier-là avec la nouvelle année. Donc, j'ai cru pertinent de pouvoir refaire un petit tour d'horizon là, de qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là.
Donc, l'an dernier, au début de l'année, je vous avais parlé du programme aux États-Unis de subvention qui avait nouvellement, donc l'an dernier, un programme fédéral qui avait été implanté. Donc, cette année, la différence, c'est qu'il y a des nouvelles règles qui se resserrent d'année en année. Donc, en 2024 maintenant, les nouvelles règles font en sorte qu'il y a de moins en moins de véhicules qui sont admissibles. Et tout de suite après, ce que je veux aborder avec vous, c'est l'effet que ça peut avoir sur des modèles qui pourraient ne pas être admissibles, donc qui pourraient être plus disponibles pour nous au Canada et plus spécifiquement au Québec. Donc, je suis tombé sur un article sur le site de cleantechnica.com qui résume assez bien c'est quoi actuellement les règles, c'est quoi l'évolution des règles et c'est quoi les modèles au final en 2024 qui sont ou seront admissibles lorsque les nouveaux modèles entreront en production et pourront être livrés aux clients. Donc, pour rappeler ceux qui n'auraient pas écouté ma chronique de l'an dernier ou qui s'en souviendraient pas, donc, les critères principaux, c'est que l'assemblage final de la voiture doit être aux États-Unis ou dans un pays qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, c'est très simple, c'est soit le Mexique ou le Canada. Le plafond maximal pour le prix du véhicule doit être au maximum de 55 000 US pour les voitures et de 80 000 US pour les VUS ou les camionnettes. Donc, ces règles de base-là ne changent pas. Ce qui change en 2024 et pour les années futures, c'est le pourcentage minimum des composantes de batterie et des matériaux critiques qui composent le véhicule qui doit de plus en plus augmenter au fil des années. Donc, pour les composantes de la batterie spécifiquement, en 2024 et 2025, le plafond passe de 50 à 60 % et va augmenter de 10 % à chaque année jusqu'en 2029. Au niveau des composantes critiques, de 2023 à 2024, on passe de 40 à 50 % et encore là, on augmente de 10 % jusqu'à 80 % en 2027. Donc, quand on parle de matériaux critiques, c'est assez simple à comprendre. Donc, on parle vraiment de tout ce qui est matériaux de base, que ce soit le fer, le lithium, le cobalt, le nickel. Donc, tous les matériaux qui doivent être extraits, on doit pouvoir savoir de quelle région du monde le matériel doit provenir et le manufacturier doit prouver que les matériaux proviennent des États-Unis ou encore là d'un pays avec qui a un accord de libre-échange, comme j'ai dit plus tôt, le Canada ou le Mexique. Au niveau des composantes de batterie, on peut penser rapidement aux cellules de batterie, mais ça englobe vraiment tout ce qui est dans le pack de batterie. Donc, toutes les composantes, les BMS, les composantes comme ça doivent être assemblées aux États-Unis et non seulement importer des composantes de l'extérieur des États-Unis et faire l'assemblage. Donc, il faut vraiment que les composantes en soi aient été fabriquées aux États-Unis pour rentrer dans le pourcentage que je vous ai mentionné plus tôt. Donc maintenant, si on arrive vraiment à la liste des véhicules admissibles à la pleine subvention, parce que les deux critères que je vous ai mentionnés, c'est chacun la moitié de la subvention totale de 7 500, mais il y a des véhicules qui pourront à ce moment-là soit un ou l'autre des deux critères avoir partiellement accès à la subvention. Donc ceux, premièrement, qui ont accès à la pleine subvention, on parle de Chevrolet Bolt EV et EV, évidemment, Ford F-150 Lightning, Tesla Model 3, mais la version performance seulement, les Tesla Model Y, Chrysler Pacifica hybride branchable et la Tesla Model X. Et c'est tout. C'est les seuls véhicules qui ont accès actuellement, qui sont disponibles à la pleine subvention fédérale aux États-Unis.
Ensuite de ça, une liste de véhicules qui ont accès partiel seulement à la subvention américaine. Donc, on a quelques véhicules PHEV, dont les Jeep Wrangler et Grand Cherokee PHEV, le Ford e-Transit, le Ford Mustang Mach-E, Nissan Leaf et les deux véhicules Rivian IRS et IRD qui sont pas encore accessibles pour nous au Québec. Donc, comme vous pouvez le constater, ça ne fait pas beaucoup de véhicules qui sont pleinement accessibles. Au niveau de GM, donc la Bolt, on le sait, dans les prochains mois, la production va s'arrêter. C'est un modèle qui sera plus offert malheureusement pendant au moins quelques années. On en a parlé précédemment au podcast. Vous aurez noté, par exemple, que j'ai pas spécifié le Blazer EV et Cadillac Lyriq. C'est temporaire. Donc, GM a refait un peu ses devoirs, refait les calculs pour essayer de ramener les ratios pour être admissibles. Donc, présentement, ils ne sont pas admissibles. Ils sont en train de travailler à ce que retravailler au niveau des composantes pour que les ratios soient respectés. Mais pour le moment, GM, pour le début 2024 à tout le moins, ont offert à leurs clients qui veulent acheter des Blazer EV et Cadillac Lyriq des rabais pour compenser le manque de subventions d'ici à ce qu'ils soient de nouveau admissibles à ces subventions. Chez Ford maintenant, par rapport à nous, donc le F-150 Lightning, actuellement au Québec, il y a plusieurs concessionnaires qui ont de l'inventaire disponible, donc je ne vois pas en quoi ça pourrait affecter la disponibilité chez nous. Même chose au niveau de la Mach-E, je ne pense pas que ça soit actuellement difficile d'obtenir une Mustang Mach-E si vous êtes intéressé à ce modèle-là. Le seul que je peux voir, c'est le Ford e-Transit, qui là, à ce moment-là, ça c'est un véhicule qui est actuellement plus difficile à obtenir. Pour Tesla, maintenant, je ne prévois pas d'effet particulier pour nous au Québec parce que de toute façon, depuis l'an dernier, Tesla importe beaucoup de véhicules produits à son usine de Shanghai en Chine, ici, au Canada et au Québec. Donc, vu qu'ici, on n'a pas ces restrictions-là au niveau de la subvention, donc Tesla peut garder le plus possible les véhicules fabriqués aux États-Unis pour les États-Unis et continuer d'importer des véhicules fabriqués à l'étranger pour desservir le Canada. Un mot maintenant pour ceux que je n'ai pas listés dans aucune de mes deux listes, que soit totalement ou partiellement accessibles. Toutes les voitures Hyundai et Kia, donc on peut penser Hyundai Kona, Ioniq 5, Ioniq 6, au niveau de Kia EV6 et potentiellement le Kia EV9 qui s'en vient bientôt. Donc ça peut être intéressant de entrevoir que des nouveaux modèles faits par ces manufacturiers-là on pourrait en bénéficier par l'absence de subventions fédérale américaine. D'ici à ce que, éventuellement, ces manufacturiers-là construisent et commencent à opérer leurs usines aux États-Unis, on pourrait avoir 2, peut-être 3 ans de meilleure disponibilité ici, vu que leurs véhicules ne sont pas admissibles à des subventions au niveau fédéral aux États-Unis. On peut penser aussi à, par exemple, Nissan Ariya, Toyota BZ4X et Subaru Solterra, entre autres, là, que je n'ai pas nommé, qui pourraient avoir un effet au niveau de la disponibilité ici, donc en plus grand nombre encore que ce qu'on peut bénéficier actuellement. Et un dernier absent que je voulais quand même souligner, c'est le Volkswagen ID4 qui, même s'il est assemblé à leur usine de Chattanooga au Tennessee, il est encore entre deux, ce modèle-là. Donc, les modèles 2023, jusqu'à maintenant, avaient une batterie LG qui était fabriquée en dehors de l'Amérique du Nord, mais en 2024, évidemment, pour se conformer aux exigences de la subvention américaine, ils vont bénéficier d'une batterie de SK Innovation qui est assemblée en Géorgie. Donc, on voit maintenant l'attrait des manufacturiers d'amener des usines soit de fabrication de véhicules ou de composantes de batteries, par exemple, comme justement Volkswagen qui sont en train de fabriquer du côté de l'Ontario.
Donc, j'ai bien hâte de voir si vraiment ces effets-là vont se faire ressentir au Québec en 2024. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Alors, je suis en présence de Fouad Barouni, qui est cofondateur de Foresta. Monsieur Barouni, bienvenue à Silence on roule. Bonjour Martin. Écoute, ça fait longtemps qu'on veut se parler et enfin, on réussit à le faire. Le timing est bon, les astres s'alignent. D'entrée de jeu, je pense que je ne peux pas faire autrement que de te poser la question la plus fondamentale à cette étape-ci. Mais qu'est-ce que Foresta? Alors, Foresta est une idée qui a vu le jour il y a à peu près 1 an. Puis l'idée est partie en fait d'une idée de pouvoir maximiser l'utilisation de l'infrastructure de recharge. C'est un peu ce qu'on veut faire chez Foresta. Et la première chose qu'on essaie d'offrir maintenant sur le marché pour la communauté de recharge ou d'électromobilistes, c'est une plateforme de réservation et de partage de bornes de recharge résidentielles. D'accord. Les plus anciens d'entre nous, ou en tout cas les gens qui roulent l'électrique depuis un bout de temps, auront le réflexe rapide de dire « mais ça existe déjà, il y a des plug share existent, Charge Hub existe, où on peut voir les bornes, même les bornes résidentielles, donc je peux me rendre à une borne résidentielle. » Qu'est-ce que Foresta fait de différent de ces applications qu'on connaît déjà qui recensent là, les bornes résidentielles? Alors, Foresta va organiser cette relation justement entre le propriétaire de la borne de recharge et l'électromobiliste. C'est-à-dire, puis la meilleure façon, en fait, si je me permets, d'organiser cette relation, c'est à travers la réservation, c'est à travers une interface qui va permettre à l'électromobiliste de faire une demande de réservation d'une borne de recharge qui est listée sur la plateforme et le propriétaire de la borne de recharge va être capable de faire une revue, donc puis analyser la demande de réservation et puis de l'accepter. Avec ça aussi, il y a le concept de disponibilité. Quand on veut aider la communauté de la recharge et puis des électromobilistes, on ne veut pas que ça soit au détriment de notre propre intérêt, c'est-à-dire l'utilisation de notre propre borne. Donc, il y a le concept de disponibilité de la borne avec des disponibilités qui peuvent, mettons, pour quelqu'un qui va aller, par exemple, travailler de 8 heures jusqu'à 5 heures de l'après-midi, il va être capable de lister que sa borne est disponible seulement pendant ces heures-là. Et donc, ça va mieux organiser la relation entre le propriétaire de la borne et l'électromobiliste. On ajoute à ça l'aspect monétaire. Donc, bien évidemment, si on veut aider, on veut aussi chercher à aider des gens qui sont sérieux. Donc, on a devant nous l'opportunité de mettre un prix devant associé en fait à la borne qu'on veut partager et l'électromobiliste, il va contribuer en ayant accès à ces services-là en payant les frais qui sont associés à l'utilisation de sa borne. Excellent. Et les frais associés sont à la discrétion du propriétaire de la borne ou vous imposez une structure tarifaire déjà établie?
Alors, on permet au propriétaire de la borne de spécifier le prix qu'il veut mettre sur sa borne et on offre un certain niveau de flexibilité. On sait que généralement, le transfert d'énergie, ça se passe dans les 2-3 premières heures d'une connexion à une borne de recharge et donc on est un peu, surtout on fait attention à tous les projets ou les situations plutôt que le propriétaire du véhicule électrique aimerait laisser son véhicule pendant toute la nuit dans un stationnement. Donc, on ne va pas commencer à charger des prix qui sont très élevés. On permet au propriétaire de la borne de dire, par exemple, une session, c'est à peu près $2 de l'heure pour les 3 premières heures. Puis par la suite, je peux charger un petit 50 sous ou $1 juste pour les frais de stationnement du véhicule. Donc, c'est très flexible. Et puis, ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est le concept de réservation récurrente. Pourquoi on fait de la réservation récurrente? Parce que la première cible, en fait, de l'application, c'est les gens qui habitent, par exemple, dans un condo et puis qui n'ont pas accès à une borne de recharge chez eux. Et vous êtes dans un quartier, vous commencez à connaître vos voisins qui ont une borne de recharge. Ce qu'on peut faire, c'est on peut leur dire, écoutez, moi, ça m'intéresse de venir parquer 2 fois par semaine chez vous, chaque lundi soir et puis chaque vendredi soir, laisser mon véhicule là-bas pour qu'il se charge à 100% le lendemain. Et donc, au lieu de faire à chaque jour ou à chaque lundi et vendredi une demande de réservation, on peut sécuriser une réservation récurrente. Le transfert et le paiement se fait d'une façon sécurisée, automatique, et on peut spécifier une date de début de ce contrat de location et une date de fin. Et donc, ça organise encore mieux la relation entre l'électromobiliste qui n'a pas accès à une borne de recharge résidentielle et le propriétaire de la borne. Dis-moi, Fouad, est-ce que si, par exemple, je mets ma borne de recharge en disponibilité toutes les journées de 8 h le matin à 17 h, donc moi, je ne suis pas là le jour, si quelqu'un veut venir se charger le jour, c'est disponible. Quelqu'un la réserve tous les lundis, par exemple, dans la plage de disponibilité que j'ai donnée. Si une troisième personne, elle, est aussi intéressée, est-ce qu'elle va voir que ma borne est disponible, mais plus le lundi, puisqu'elle a été réservée, donc elle va voir des disponibilités restantes, donc du mardi au vendredi, si j'avais donné une disponibilité du lundi au vendredi? C'est ça? Absolument. C'est ça, c'est bien ça. Excellent. Donc, on peut très bien imaginer un cas de figure, quelqu'un qui est à Montréal, par exemple, mais qui travaille, qui a un bureau auquel il doit aller une fois par semaine à Gatineau, par exemple. Puis de l'autre côté de la rue du bureau, il y a une borne de recharge résidentielle. On peut réserver la borne, si on va à ce bureau-là, par exemple, tous les jeudis, on réserve tous les jeudis, puis on est capable à ce moment-là de se charger. Et est-ce que, j'imagine que si, par exemple, on a une tarification à $2 de l'heure, est-ce que le propriétaire de la borne reçoit $2 de l'heure? J'imagine que vous avez une rétribution. Vos services ne sont pas gratuits. Vous devez prendre une cote entre les deux. Comment ça fonctionne, le modèle d'affaires? Alors, tout à fait. Alors, comme toutes les plateformes de facilitation, on essaye bien évidemment de maintenir la plateforme, puis offrir un certain niveau de qualité de service aussi à travers la plateforme. Et donc, on prend 10% de chaque transaction qui est établie entre le propriétaire de la borne et l'électromobiliste et on la charge au propriétaire de la borne. OK. Donc, c'est-à-dire que c'est retranché des revenus. Par exemple, si le propriétaire de la borne a fait pour $10, il y a une recharge, un client est venu se charger pour $10, le propriétaire de la borne va recevoir $10 moins 10%, c'est ça? Tout à fait. Donc, le propriétaire de la borne, en gros, il va recevoir $9 et Foresta va prendre $1. Excellent. Bon, c'est très, très clair. Est-ce que vous donnez la possibilité, autant pour la personne qui loue son espace de recharge que la personne qui accède à cette borne de recharge-là, une possibilité un peu comme on voit dans les Airbnb ou des trucs comme ça, d'auto-évaluer le locataire ou donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux, il stationne son auto correctement ou il stationne tout croche puis il n'est pas respectueux de ma borne de recharge? Et à l'inverse, est-ce que l'endroit où je vais me charger, c'est bien dégagé, la personne peut rendre sa borne disponible, mais on arrive là puis le stationnement n'est pas accessible. Donc, est-ce qu'il y a moyen de mettre une petite cote de part et d'autre? On espère bientôt offrir
ce genre de fonctionnalité. Entre-temps, on compte sur la collaboration de tous les membres de Foresta, que ce soit au niveau propriétaire ou bien électromobiliste, pour avoir bien évidemment une meilleure relation entre les deux parties. Je vous dirais que bien évidemment, il y a les photos qu'on demande aux propriétaires de bornes qui vont décrire le mieux leur stationnement, qui sont disponibles dans la plateforme. Bien évidemment, le système de réservation aide aussi au niveau de la ponctualité. On a un système de notification qui permet de dire à l'électromobiliste, bon, il vous reste seulement 30 minutes pour dégager le stationnement puis laisser la place au propriétaire. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour organiser la relation, mais c'est quelque chose que certainement on va pouvoir ajouter pour la suite. Et dans la même veine de questions, puis là, tu sais, je pose des questions de débutants, mais je pense que les auditeurs peuvent se poser la même question. Est-ce qu'il y a moyen également de communiquer avec le propriétaire de la borne, donc comme un chat ou quelque chose qui nous permettrait de poser une question ou, par exemple, je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose sur ma voiture puis je veux communiquer avec le propriétaire de la borne pour lui dire, si tu arrives avant moi, j'ai oublié un sac. Ou est-ce qu'il y a moyen d'échanger entre le propriétaire de la borne et celui qui loue la borne? Tout à fait. En fait, c'est quelque chose qu'on va planifier dans une prochaine version dans laquelle on va avoir une sorte de système de messagerie qui va permettre d'envoyer des messages entre le propriétaire et l'électromobiliste. Entre-temps, bien évidemment, n'hésitez pas à nous écrire et puis on va être capable de faire le lien entre les deux parties. Excellent. L'autre question qui me vient en tête, et puis, écoute, évidemment, on regarde ce projet et on dit, mon Dieu, c'est à la fois tellement simple, mais tellement efficace comme façon de faire. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Personne n'y a pensé plus tôt. Et je comprends, Fouad, que c'était au moment où on se parle, c'est basé sur la bonne foi. C'est-à-dire que si je sais que la borne est disponible, je pourrais décider, par exemple, de ne pas m'abonner ou de ne pas payer, puis d'aller quand même dans le stationnement du monsieur, puis de me brancher. Donc, actuellement, il n'y a pas d'authentification ou que ce soit en OCPP ou peu importe, d'une communication pour autoriser la recharge. C'est basé 100% sur la bonne foi, c'est ça? Tout à fait, c'est le même principe de ce qu'on voit sur les autres plateformes comme PlugShare ou bien dans ChargeHub. Donc, bien évidemment, on peut avoir accès à des bornes et puis on peut aller se charger. On compte beaucoup sur la bonne foi de la communauté. C'est pour ça qu'on introduit le concept de communauté de recharge. C'est de la recharge collaborative. Puis, on fait quand même confiance à nos électromobilistes et aux propriétaires. Bien sûr, dans le concept ou dans la technologie de Foresta, nous avons la capacité de communiquer avec des bornes, avec le protocole OCPP. Donc, s'il y a des propriétaires en fait, de bornes de recharge qui ont une borne qui est connectée, il nous fera un grand plaisir de communiquer avec eux pour pouvoir offrir un niveau d'authentification. Et ça, bien évidemment, ça ouvre la porte à d'autres applications qui utilisent le concept de réservation en soi et où la communication avec la borne devient un cas très, très intéressant. Tout à fait. J'imagine facilement plein de scénarios fort intéressants. Ce que je trouve très particulier de la plateforme, c'est que souvent avec les plateformes traditionnelles comme PlugShare, où, par exemple, on va à un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, puis on regarde vite, là, oh mon Dieu, il n'y a pas de borne de recharge dans le coin où je m'en vais. Fait que là, on va regarder sur PlugShare, puis le deuxième voisin en a une. Bon, c'est des cas très sporadiques. C'est une fois, donc on n'est pas gêné. Hein, on y va, on écrit sur la plateforme, puis on y va. Mais il y a beaucoup de cas de figure et j'ai d'ailleurs eu à l'émission il y a quelques années quelqu'un qui m'expliquait que lui, pour son travail, il avait une voiture qui n'a pas beaucoup d'autonomie, puis il a changé de travail. Son travail était à la limite de l'autonomie de son véhicule, donc il dépend absolument d'une pleine charge pour revenir. Là. Donc, c'est même pas une option. Et il s'était trouvé quelqu'un à quelque chose comme 500 mètres de son travail qui avait une borne personnel, mais qui était libre le jour parce que la personne, elle, va travailler le jour, donc n'est pas là. Donc, les deux ayant un besoin de recharge complémentaire, ben, ils ont dû s'arranger à l'amiable parce que là, c'est du récurrent. Puis lui, au début, il est là avec PlugShare, mais il était comme un peu gêné à tous les jours de lui demander. Toi, je trouve que vous venez enlever cette barrière-là où ça force une espèce de dialogue bon, c'est quoi le plan? Moi, mon plan, c'est j'aimerais ça réserver vos bornes tous les lundis, tous les mercredis, entre telle heure et telle heure. Et là, on s'entend sur le moment, la fréquence et le montant aussi. La personne n'a pas à se sentir mal. Elle paie pour le service. Donc, même si elle l'utilise souvent, elle paye pour le service. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce que le paiement se fait de façon à
à l'utilisation ou si on convient, par exemple, d'une cédule lundi, mercredi, telle heure et telle heure, qu'on aille ou qu'on n'aille pas, ça va être facturé ou il y a quelque chose qui authentifie le fait qu'on est vraiment allé et la facturation va se faire uniquement si on a bel et bien utilisé le service? Alors, c'est vraiment à la réservation. Donc, si on a réservé cette place-là, il va falloir certainement honorer cet engagement et on va devoir payer. Le paiement se fait par carte de crédit. Ça aussi, une chose que j'aimerais ajouter par rapport à ça. Mais bien évidemment, si on s'est engagé, c'est comme si on a loué un appartement. Bien évidemment, si je suis allé à l'appartement juste 25 jours et il reste 5 jours que je n'étais pas là, je vais payer quand même la location d'un appartement. Tout à fait. Le temps passe vite, mais je veux quand même avoir le temps de traiter toutes les questions qui peuvent nous venir en tête. Mais vous, de votre côté, quels sont les plans de développement futur? Donc, quelles sont les fonctionnalités ou les trucs vers lesquels vous voulez aller avec cette plateforme-là dans les prochains mois, prochaines années? Alors, nous, on voit beaucoup de potentiel avec le concept de réservation. Puis on comprend que quand quelqu'un garantit qu'il peut avoir accès à une borne de recharge, c'est quelque chose qui est très important. Puis tu as parlé tout à l'heure de l'exemple du professionnel qui aimerait avoir accès à une borne de recharge, mais moi, je peux te parler des situations où j'aimerais, par exemple, louer un chalet à Baie-Saint-Paul, par exemple. Et puis, la dernière chose à laquelle je dois penser, c'est dimanche matin, je dois aller, par exemple, me charger dans une recharge rapide. J'aimerais avoir la paix d'esprit, puis être sûr que mon véhicule se charge pendant que moi, je profite de ma fin de semaine. Donc, il y a pas mal de use cases comme ça, ou cas d'utilisation qu'on voit, notamment avec les hôtels, notamment avec les systèmes de réservation de chalets. Donc, on cherche à faire plus d'intégration dans ce sens-là. Donc, ça, c'est un axe sur lequel on veut travailler. Après, quand on parle de réservation et de partage, je pense que c'est une des applications qu'on regarde beaucoup, c'est tout ce qui est condo locatif. Vous savez, dans les condos locatifs, on ne peut pas garantir que quelqu'un va rester dans un appartement avec un bail 3-4 ans. Donc, il y a un peu de réticence par rapport à l'installation et l'investissement dans les infrastructures de recharge. Par contre, si avec un système de réservation, on peut avoir 3 ou 2 bornes de recharge et ça va nous permettre de servir, par exemple, une dizaine ou une vingtaine de locataires qui vont faire une réservation au préalable, puis qu'on va faire une sorte de correspondance entre leur contrat de location de cette borne-là avec leur bail de location. Ce sont des aspects qu'on aimerait attaquer. Puis justement, tout à l'heure, donc j'ai parlé de notre technologie de communication avec les bornes. Nous sommes en train de faire des projets pilotes, surtout au British Columbia présentement, Colombie-Britannique, dans lesquels on est en train de tester ce genre de concept et on est capable de prouver facilement qu'avec 3 bornes de recharge, par exemple, on est capable de servir 10 à 12 locataires. Chacun peut avoir accès à la borne et bien évidemment, ça réduit bien évidemment le coût d'infrastructure. Le dernier aspect que j'aimerais mentionner, c'est le concept de la recharge hybride. Et puis ça, c'est aussi un élément qui est très important. Donc, quelqu'un qui a une borne dans un espace de travail, la borne est utilisée par les employés de 8 heures jusqu'à 5 heures de l'après-midi. À partir de 5 heures du soir, cette borne-là peut être utilisée dans un contexte public et elle peut être utilisée pour, par exemple, aider des électromobilistes qui n'ont pas accès à une borne de recharge. Excellent. Écoute, quelques petites questions en terminant. Évidemment, on regarde souvent la problématique du point de vue d'un besoin que j'ai de me recharger, mais j'aimerais qu'on le voit de l'autre côté. On est des milliers, des dizaines de milliers d'électromobilistes qui avons, pour pas tout le monde, mais pour la plupart, une borne de recharge à la maison. Et c'est une pièce d'équipement qu'on installe et qu'on utilise, somme toute, sur une semaine, très peu en termes d'heures. Donc, je trouve que c'est intéressant de rentabiliser, d'être capable de rentabiliser notre borne. Donc, pourquoi pas l'ouvrir et la rendre disponible à des moments qui nous conviennent, c'est-à-dire des moments où on sait qu'on ne l'utilisera pas. Et plutôt que de ne pas faire de l'argent, de ramener un petit profit tout en rendant service, je trouve que le concept est intéressant. Est-ce que vous êtes capable d'aider quelqu'un qui dirait, moi, je serais intéressé à offrir le service, mais là, à un moment donné, il faut mettre une tarification, puis là, ça coûte de l'électricité, tout ça. Moi, au final, il ne faut pas que je perde de l'argent. Il faut que je fasse plus à louer ma borne que l'électricité que ça va me coûter. Est-ce que vous avez des modèles financiers ou quelque chose pour aider la personne qui serait tentée de participer, de rendre sa borne disponible, mais qui veut s'assurer qu'elle va le faire dans un modèle qui lui permettra de faire un peu de profit?
Tout à fait. Et puis, c'est là où je pense que la connectivité à la borne est un élément qui est très important parce qu'en allant ramasser les données de télémétrie, on va être capable de savoir combien, quel est le juste prix en fait qu'on va devoir proposer aux locataires de la borne et c'est un élément qui va aider à mieux décider le niveau de tarification. On peut avoir aussi de la tarification flexible par la suite, bien évidemment. On charge un certain montant pendant le transfert d'énergie, puis on charge un montant qui est différent à la fin du transfert juste pour des frais de stationnement. Il me fera un grand plaisir en fait de communiquer avec des propriétaires de bornes qui sont intéressés, puis on va regarder avec eux quel sera le meilleur modèle financier qui leur convient. On ne peut pas quitter sans dire à tous ces auditeurs qui là, ont l'eau à la bouche et qui veulent télécharger et commencer à expérimenter avec la plateforme. C'est disponible maintenant, donc on peut le faire. Où peut-on trouver cette application? Alors, l'application est disponible sur les deux plateformes, Android bien évidemment avec Play Store et sur iOS avec Apple Store. Vous pouvez avoir un lien pour télécharger les deux applications aussi plus facilement en visitant notre site web foresta.energy avec un Y à la fin et vous allez avoir accès à plus de documentation et d'informations sur le concept, une section avec beaucoup de questions répondues qui va vous permettre, bien évidemment, d'avoir plus d'idées sur le concept. Excellent. Ben, on va mettre le lien du site dans les références du podcast, donc les gens pourront cliquer dessus pour avoir plus d'informations ou tout simplement taper Foresta dans votre téléphone, dans votre appareil mobile, dans le magasin en ligne de votre téléphone portable et vous allez avoir accès à ce moment-là à Foresta pour vous ouvrir un compte. Même application pour la personne qui utilise une borne que la personne qui loue une borne ou c'est deux applications différentes? C'est la même application et nous avons une interface de configuration de la borne qui est vraiment très simple à utiliser. En 3-4 étapes, vous allez être capable de lister votre borne, spécifier le prix, choisir le modèle, définir la disponibilité et le tour est joué. Excellent. Ben, Fouad Barouni, qui est cofondateur de Foresta, merci beaucoup pour ta présence à Silence on roule aujourd'hui. Martin, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique « Il n'y a pas juste des voitures » est une présentation de Moteur Taiga, le pionnier québécois de l'électrification des véhicules hors route. Utilisez le code ONROULE lors de votre réservation d'une motoneige ou motomarine 100% électrique de Taiga et obtenez 250 $ de rabais. Visitez taigamotors.com. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Cette semaine, je parle de motoneige. Comme vous l'avez entendu, il s'agit ici d'une motoneige à essence. Voici plutôt le son d'une motoneige électrique.
Je me suis donc rendu à L'Anse-Saint-Jean au Saguenay pour essayer la nouvelle acquisition de Saguenay Aventure, une motoneige électrique. Laissons donc Simon Olivier nous parler un peu de Saguenay Aventure et de leur nouveau projet. Simon, peux-tu me parler un peu, c'est quoi votre entreprise, là? Oui, ben en fait, notre entreprise, on est une entreprise d'aventure, comme le nom l'indique. Nous, on fait beaucoup de sports nautiques l'été et l'hiver, on fait des sports plus comme la motoneige, de la raquette et de la pêche blanche. Puis vous avez, c'est ça, vous faites de la location de motoneige, puis là, vous avez un nouveau produit qui est la motoneige électrique. Là. Peux-tu m'expliquer un peu comment que vous êtes arrivé à vouloir intégrer de la motoneige électrique à votre forfait, là? Oui, ben ça fait une dizaine d'années qu'on a des motoneiges à gaz. Puis quand on a vu les motoneiges électriques sortir, ben on trouvait que c'était un beau moyen là, de se diversifier dans l'offre et d'offrir quelque chose qui était peut-être accessible à d'autres types de clientèle aussi, parce que souvent les gens sont pas nécessairement attirés par la motoneige, par le bruit, l'aspect pollution un peu là, des sonore et tout ça. Et avec la motoneige électrique, on trouvait que ça pouvait peut-être attirer une nouvelle type de clientèle et également aussi combiné avec d'autres activités comme la pêche blanche, de la raquette, tout ça, ben ça devient un moyen de locomotion plus intéressant que la motoneige à gaz. C'est intéressant. Puis, parle-moi un petit peu de c'est quoi le modèle de motoneige que vous avez décidé d'inclure dans votre flotte? Oui, ben en fait, on a acheté 3 Taiga nomades, donc c'est un modèle quand même assez performant là, de Taiga. Donc c'est des motoneiges là, électriques là, avec à peu près environ 80-85 km d'autonomie. Et c'est des motoneiges quand même assez puissantes, là, très performantes. Exemple, suspension hydraulique, des trucs comme ça. Là, fait que ça fait une motoneige qui est très stable aussi là, pour autant. Quand on part, nous, on part souvent avec des gens qui sont débutants. Donc, c'est des motoneiges qui sont très une bonne tenue de route et très versatiles. Et puis, est-ce que ça a été compliqué d'intégrer des motoneiges électriques à votre flotte de motoneige, là? Est-ce que ça a demandé beaucoup d'adaptation au niveau des trajets ou au niveau, là, ça, vous avez installé des bornes de recharge, ces choses-là? Est-ce que c'était compliqué ou ça a été quand même relativement simple? Ben, en fait, on est encore un peu dans le recherche et développement en ce moment, cette année. C'est la première année là, on offre ce service-là. Et donc, on fait beaucoup de tests par rapport justement aux distances, aux nouveaux itinéraires qu'on peut faire, parce qu'on peut pas aller n'importe où avec 80 km d'autonomie. Puis le réseau des bords n'est pas très développé. Donc, je te dirais qu'il y a beaucoup de défis encore. L'intégration ici à notre flotte, à nous, ça a été quand même bien. On a un garage qui a de l'espace, on a les bornes qu'on a installées, donc ça, c'est correct. Mais je te dirais que pour l'aspect opérationnel, il y a encore beaucoup à développer puis à voir. Est-ce qu'on est capable d'avoir, par exemple, des bornes à un endroit où est-ce qu'on peut aller dîner pour faire des journées complètes? Il n'y en a pas pour l'instant. Fait que là, on est en train de regarder justement à avoir de nouveaux itinéraires là, pour ça. Là, ouais. C'est bon. Puis, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des clients qui vous ont spécifiquement demandé des motoneiges électriques ou c'est encore un peu méconnu là, que les motoneiges électriques, ça existe au niveau de la clientèle? En fait, c'est très méconnu. On l'a sur notre site Internet, mais je vous dirais, on a sorti déjà avec quelques clients en motoneige électrique. Les clients ne demandent pas ça d'emblée. Donc, c'est vraiment, même nous, on leur apprend qu'on a des motoneiges électriques. Donc, écoutez, on va voir après la première année d'hiver, mais on fait un peu de pub, mais c'est ça, c'est pas c'est très méconnu, en fait, là, en effet. Là. Ouais. Fait que donc, ouais, c'est ça, on est dans les débuts de la motoneige électrique, fait que c'est intéressant de voir que c'est ça, vous intégrez ça dans votre flotte, puis fait que là, c'est quelqu'un qui est intéressé à louer une motoneige électrique ou partir avec un guide en motoneige électrique, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir réserver ça? Ben, en fait, on a un site Internet qui donne toutes les informations là, sur les tarifs puis tout ça, les modèles de motoneige qu'on a. Fait que, tu sais, sur saguenayaventure.com, possibilité de voir ou de nous appeler directement, là, puis on va monter le forfait sur mesure de ce que la personne a envie de faire. Bien, merci Simon.
On voit qu'il est désormais possible de faire de la location de motoneige électrique. Comme Simon-Olivier nous expliquait, on est encore au début de la motoneige électrique, donc le réseau de recharge n'est pas encore développé, mais on peut s'attendre à ce que les choses avancent de ce côté. Moi, j'ai bien aimé mon essai de la motoneige Taiga Nomad, qui est très facile à conduire et qui est aussi très performante. C'est tout pour moi et on se reparle prochainement, car il n'y a pas juste des voitures. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZ2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les quelques activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Outaouais. C'est du 5 au 7 avril au complexe Branchot-Brière. C'est sur le boulevard Labrosse à Gatineau. Ensuite, le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. C'est du 19 au 21 avril au Stade olympique, au 4545 rue Pierre de Coubertin. Et bien entendu, Silence on roule sera présent pour des conférences et des enregistrements live devant public lors de cet événement. Finalement, l'AVEC se recharge à l'école Henri Bourassa et Soleil de l'Aube. C'est le 9 mai de 16h à 19h. C'est sur le boulevard Iberville à Repentigny. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Fouette Barouni, Stéphane Levert et Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à tous nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors et le groupe Énergie Canada, Équiterre, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour les questions sur le balado, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.